Nous sommes ravis de vous accueillir à cet atelier sur la transformation de la filière textile, les opportunités post-Covid. Je suis pour ma part Agnès Laurent. Je travaille chez BPI France à la direction de l'international et je suis accompagnée de mon collègue Mourad. Bonjour à tous, Mourad Chouika, responsable régional Afrique de l'Est australe chez BPI France à Nairobi au Kenya. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui et d'accueillir les panélistes qui vont nous parler aujourd'hui de l'industrie textile, de sa transformation, à suite notamment de la crise du Covid. Donc on va partager la scène avec Agnès. Je vais te laisser introduire le panel. Alors quelques mots d'introduction pour rappeler que la filière textile est une filière considérable de l'économie en Méditerranée. Et à titre d'illustration, quelques pays comme la Tunisie, la Turquie ou le Maroc illustrent la dynamique de cette filière qui, une nouvelle fois, a montré sa résilience à l'issue des dernières crises, que ce soit Covid, mais également la crise russe actuelle. Alors simplement pour vous donner une illustration, alors si je prends à l'échelle marocaine, alors je prends quelques chiffres clés. En fait, l'industrie textile au Maroc, ça représente plus de 1600 entreprises. C'est pas loin de 190 000 emplois et qui représentent à eux seuls 22% du total des emplois au Maroc, avec une exportation qui est galopante et qui est en forte augmentation, même après la crise. Alors, dans ce contexte, et même à l'échelle internationale, la filière se pose un certain nombre de questions, notamment en termes de relocalisation des chaînes de valeur de la filière textile, poussée en ça par une volonté et des attentes de plus en plus fortes d'une industrie qui est plus durable, qui est plus locale, plus proche des marchés, mais également pour des enjeux en termes de souveraineté nationale. Alors, la question, c'est est-ce que cette tendance peut menacer à terme l'industrie textile en Méditerranée ou au contraire, est-ce qu'elle peut être finalement l'opportunité de repenser, transformer, innover dans l'industrie textile ? Merci Agnès. Et pour rentrer directement dans le vif du sujet, nous allons démarrer avec deux de nos panélistes qui sont présents aujourd'hui. Encore merci. Tout d'abord, Yasmine Okier-Buron, donc cofondatrice de Rive Droite Paris. Donc vous avez fondé cette entreprise il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Et très belle coïncidence, Fadoua, qui va également tout de suite intervenir, a également démarré IDIR, donc cette aventure entrepreneuriale, également au même moment, en janvier 2016, il me semble, 2017, oui, voilà. Donc je crois que c'est vous. Voilà, donc c'est à peu près les 2016, d'accord, donc à peu près les mêmes dates. Et donc par rapport effectivement à ce contexte de crise, à cette volonté qu'ont les États de relocaliser leur industrie, comment la filière industrielle textile est impactée? Est-ce que derrière ça vous oblige à transformer effectivement peut-être votre stratégie d'implantation? Et puis d'abord déjà de nous expliquer pourquoi vous avez choisi de vous implanter et de travailler sur cette zone méditerranéenne et comment vous pensez qu'elle peut rester attractive malgré ce contexte de crise Covid qui peut peut-être entraîner, pousser des industriels à modifier leur stratégie. Je commence. Bonjour à tous. Donc, je suis Yasmine Okier-Buron, fondatrice de Rive Droite Paris. Donc, on a un label de mode éco-conçu avec une forte mission sociale. C'est bizarre avec le micro. Alors, pourquoi le Maroc ? D'abord, le Maroc, parce que le Maroc est un pays de confection. Il a toujours été, malgré une délocalisation en Asie il y a une quinzaine d'années, le Maroc a gardé les savoir-faire, a gardé les intervenants, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour de la mode, les gens qui font de la broderie, les gens qui font de la sérigraphie, les gens qui font de la teinture, sans lesquels on ne peut pas produire. Alors nous, on a choisi dès le début d'être dans le monde de la mode, mais pas vraiment du prêt-à-porter, puisqu'on fait des sacs principalement et des accessoires. Et qu'en fait, dès le début, on est parti du constat qui est très clair quand on habite ici, c'est que le Maroc est un hub
par lequel transitent en fait des matières qui sont pour la plupart de la surproduction de la fast fashion, mais pas que, d'ateliers qui viennent des pays de l'Est, qui viennent d'Espagne, de Portugal. Donc en fait, on était dans une logique, on est en train de changer, j'espère, mais on n'y est pas encore, de économie d'échelle, on produit plus pour acheter moins cher. Donc forcément, on produit trop. Et donc ces matières-là transitent par le Maroc, puisque le Maroc bénéficie des accords euro-méditerranéens, donc il n'y a pas de droit de douane avec l'Europe, et descendent dans des marchés bis de plus en plus loin en Afrique subsaharienne, pour malheureusement finir dans des décharges à ciel ouvert ou être incinérés loin des regards de l'Union européenne notamment. C'est la triste réalité, mais du coup c'est une opportunité pour nous et pour d'autres, parce que ces matières sont formidables et elles ne demandent qu'à être utilisées. Voilà. J'ai pas de chiffres sur le Maroc. Ça marche ou pas? Ouais. J'ai pas de chiffres sur le Maroc, mais en revanche, juste 3 chiffres pour pas vous embêter. Mais on estime qu'on produit 100 millions de tonnes de tissus dans le monde chaque année. 13 millions ne sont même pas coupés, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas servi à faire un vêtement. Je ne parle même pas de tout ce qui est jeté ensuite. Et dans ces 13 millions de tonnes, seul 1 million de tonnes est recyclé. Donc c'est pour ça que nous on s'est dit, il faut, avant de remettre des matières dans le système, il faut utiliser l'existant. Et l'upcycling, en tout cas pour nous, est une très très belle façon de valoriser la mode, parce que ça n'utilise pas d'eau, ça n'utilise pas d'électricité, on utilise ce qui a déjà été produit par d'autres. Pas forcément dans des bonnes conditions, ça peut être du polycoton, ça peut être des choses faites en Asie, mais en revanche on les utilise telles quelles. Et le Maroc est le meilleur endroit pour faire ça. Merci beaucoup. Oui. Alors moi c'est plus que l'environnemental qui m'a attirée. Je suis marocaine, donc automatiquement j'ai commencé à travailler au Maroc. Est-ce que ça s'entend? Parce que moi j'entends pas. Ok. Mais en plus c'est que socialement parlant, ça évolue. Donc aujourd'hui, si dans d'autres pays on est en train de se plaindre du textile, c'est parce que ça commence à avoir un très 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 mauvais impact social aussi. Ici au Maroc, nous produisons plus de moyenne de gamme que de bas de gamme, ce qui fait que nous avons des usines qui respectent un peu mieux l'ouvrier, et de plus en plus parce que nous avons des labels qui s'imposent. Ce qui a fait que le travail au Maroc devient, l'industrie textile au Maroc devient de plus en plus sensible, et ça a été très facile parce que on n'était pas dans le tout bas pour remonter, mais on était déjà au milieu, donc c'était un peu plus facile de remonter, on n'était pas dans un état catastrophique. Ensuite, il y a aussi le côté social de la chose, dans le sens où on a énormément d'artisans qui n'ont pas accès à l'emploi, qui ont perdu leur emploi et qui aujourd'hui maîtrisent des savoir-faire qu'on commence à oublier. Donc valoriser ces savoir-faire en valorisant des chutes textiles aussi. Je ne reviendrai pas dessus bien sûr, mais les chutes textiles sont très très disponibles au Maroc, mais la main-d'œuvre aussi est très disponible au Maroc. Les accords de libre-échange aussi entre l'Union européenne et l'Amérique, ça facilite énormément la tâche, pas que pour les petits, mais aussi pour les grands qui viennent aujourd'hui s'installer au Maroc. Et mieux encore, aujourd'hui, on a énormément d'entreprises innovantes qui non seulement recyclent, non seulement upcycle des déchets textiles ou des déchets textiles en produits finis, mais qui carrément reproduisent des matières premières 100% recyclées et éco-responsables qui sont en train de s'installer au Maroc aujourd'hui et que j'ai rencontré au Maroc InMode. J'étais très très surprise de savoir de connaître à quel point c'est important et à quel point ils deviennent nombreux, avec le nombre de marques fast fashion qui commencent à s'installer au Maroc, pas pour créer les mêmes conditions ailleurs, mais pour un meilleur respect de l'ouvrier et de l'environnement. C'est pour ça que pour moi c'est un très bon pays et la menace, je pense qu'elle ne nous touche pas à ce point. Vous avez évoqué le sujet des labels. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, nous présenter quelques labels et quel est leur rayonnement? Est-ce qu'il s'agit d'un rayonnement national? Sous quelle impulsion ils ont été créés? Par qui? Est-ce que c'est un écosystème qui a poussé cette dynamique? Alors je n'ai pas d'informations extrêmement précises. Tout ce que je sais, c'est qu'on a des labels marocains liés à l'artisanat, d'autres liés à l'industrie, d'autres liés à la mode.
C'est des labels qui sont payants en général, sauf ceux de l'artisanat. Donc ceux de l'artisanat ne sont pas payants, mais c'est des conditions qui sont assez difficiles, comme par exemple, il faut obligatoirement avoir un local qui nous appartient, ce qui nous rend la tâche difficile. Certains labels sont moins crédibles. C'est pour ça que généralement les Marocains vont aller chercher des labels étrangers qui coûtent très très cher. Donc à moins qu'on ait les moyens de les avoir, on ne peut pas. Certains labels sont, je pense, créés par des associations, d'autres peut-être par des fédérations ou des commissions. Je n'en ai vraiment pas une idée claire, mais voilà, je pense que c'est ça. Yasmine, oui, on vous laisse commenter. Alors, sur le problème de l'upcycling, donc on n'a peut-être pas donné la définition, mais l'upcycling, c'est le fait d'utiliser l'existant. Dans le cas de la mode, en général, c'est des matières. Donc on upcycle en donnant une valeur supérieure au produit que ce qu'il avait avant, et on downcycle pour revaloriser des déchets plutôt. Donc on va faire des chiffons industriels ou de l'isolant thermique, juste pour replacer le débat. Alors le problème de l'upcycling, c'est que c'est le problème de la transparence de la chaîne. Donc pourquoi les labels sont compliqués? Parce que par exemple, nous, on calcule notre bilan carbone à la seconde où on a acheté la matière. Puisque la vie qu'elle a eue avant, malheureusement, la mode est un secteur très opaque. Donc c'est quasiment impossible de remonter la chaîne jusqu'au coton ou jusqu'à la matière de base. Donc en fait, le problème du labelling, de l'upcycling, c'est que c'est compliqué parce qu'on s'arrête finalement au milieu de la supply chain. Ce qui ne serait pas impossible, mais il faudrait qu'en fait, par exemple, je ne cite pas les grands groupes, mais il faudrait que les grands groupes de la fast fashion assument, entre guillemets, de vendre leur surstock et de donner les fiches d'identité du tissu, ce qu'ils ne font pas évidemment. Donc en fait, ça rend impossible la labellisation, quasiment impossible. D'accord, donc on voit qu'il y a encore des sujets de traçabilité, et la filière engage un processus de transformation. Donc également, j'ai entendu dans vos discours les grands sujets d'avenir, l'économie de plus en plus locale, des circuits de plus en plus courts, avec notamment ces recherches de matières premières le plus proches de l'utilisation et des marchés locaux. On parle également de smart textile. Monsieur Denizar, je pense que peut-être vous nous direz un mot tout à l'heure. Et en fait, on voit que ces sujets-là sont finalement des méga trends qui sont impulsés par les marques, par les donneurs d'ordre, c'est-à-dire en aval de la filière. J'aimerais avoir un petit peu votre retour d'expérience concernant l'impact que ces méga trends peuvent avoir sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et notamment sur l'amont. Est-ce que les choses se font de façon rapide, et est-ce que ça bouscule pas un petit peu le périmètre de chacun? J'imagine que peut-être ça peut pousser à l'innovation, et j'aimerais également que sur cette partie-là, vous puissiez nous illustrer des cas concrets de cette transformation par l'innovation de la filière textile. Pascal Denizar. Oui, donc je peux peut-être répondre à cette question. Alors, évidemment, les marques sont celles qui ont le pouvoir de changer les choses parce qu'elles sont en contact direct avec le consommateur. 2022, Copenhague, le nouveau Global Fashion Agenda, il y a 5 thématiques fortes. 2 sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, puisque vous en avez déjà admirablement parlé, c'est le sociétal et, on va dire, le juste prix pour le travail. Donc là, au niveau du Maroc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Et ensuite, il y a 3 thématiques majeures. La première thématique, c'est ce qu'on appelle le resource stewardship, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le pays, en local, toutes les ressources que l'on peut produire en termes de fibres textiles. Donc, avoir une ressource. Alors, la ressource, elle existe au Maroc, par exemple, concrètement, avec les chutes de coupe. Vous avez aujourd'hui 80 000 tonnes de déchets textiles consumer, c'est-à-dire issus du monde industriel. Vous en avez 52 000 qui sont exploitables avec des matières qui sont riches soit en coton, soit en polyester. Et si je regarde le 100% coton, vous avez à peu près 12 000 tonnes de 100% coton derrière la table de coupe qui peut être revalorisée et redonner une autonomie nationale au niveau du Maroc sur la fibre de coton, alors que le Maroc ne produit plus de coton. Et puis, vous avez aussi 8 000 tonnes de polyester pur qui sont aussi intéressants. Donc, la partie recyclage et la partie trouver des nouvelles ressources, en particulier celle-ci, est extrêmement importante. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi les smart textiles.
Vous avez aussi un autre avantage au Maroc qui est une véritable opportunité, c'est la biomasse. Vous êtes un pays d'agriculture. Les fibres de demain, le polyester, on va vouloir le remplacer. Il est dérivé de pétrole, il a des coûts qui sont en train de monter et en plus, où il génère des microplastiques dans l'océan. Donc là, il faudra trouver des nouvelles ressources de la biomasse, qu'elle soit végétale ou animale. Vous avez des plantes sur lesquelles il y a de la cellulose qu'on peut régénérer. C'est les grands projets des grandes marques aujourd'hui, le chanvre par exemple, mais vous en avez d'autres avec le jute aussi dans notre région du Maroc. Ensuite, vous avez aussi un autre atout, c'est que vous faites du produit fini. Vous avez donc la possibilité vous avez des bureaux d'études, donc vous allez pouvoir faire de l'éco-conception en local, aider les marques qui souvent n'ont pas de structure industrielle au niveau du bureau d'études, les aider à éco-concevoir un produit dans la forme et dans toute sa mise au point dans un circuit local. C'est aussi un atout très 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 important. Bon. Et puis au-delà du bureau d'études, au-delà de la chaîne de valeur, vous avez aussi une solidarité marocaine au niveau des entreprises. On arrive à travailler sur des projets communs. Personnellement, moi, je travaille avec 2 entreprises au Maroc, Evlox, qui est un leader dans le denim, et Casa Fibre, qui travaille justement du recyclage de polyester. Vous voyez des gens qui sont dans des univers différents collaborer sur des projets environnementaux. Donc ça, c'est un vrai beau sujet. Et vous avez aussi des briques avec des écoles d'ingénieurs qui sont ici depuis plus de 25 ans. Je pense à l'ESIT, notamment à Casablanca, qui vous permet d'avoir un taux d'encadrement et avoir des encadrements qui sont performants pour aborder les innovations de rupture. Donc le Maroc peut être un acteur d'innovation locale, de proximité pour l'industrie française et les marques françaises. Merci beaucoup Pascal. Je rappelle que vous êtes le CEO du Centre européen des textiles innovants. Et je vais passer la parole à Aya Laraki pour nous illustrer la dynamique par l'innovation au sein de la chaîne de valeur, notamment peut-être sur l'amont de la filière, dans le cadre de ces mégatrends. Bonjour à vous tous. Moi, je vais commencer par définir Cumer d'abord. Cumer, c'est une jeune entreprise qui surcycle les peaux de poisson qui étaient destinés au gaspillage. C'est des déchets de l'industrie agroalimentaire qui sont en fait valorisés sous forme de cuir exotique. C'est un cuir très résistant, hypoallergénique et écologique parce que tout le processus est écologique. Et en fait, pour répondre à ta question, au début, avant de commencer Cumer, j'ai constaté que l'industrie du cuir avait beaucoup de problèmes. Notamment maintenir une qualité stable sur la durée, respecter les délais de livraison, fournir un cuir qui respecte un petit peu les normes écologiques. Et donc je pense qu'aujourd'hui la crise du Covid est venue et a accentué ce problème-là. Et le Maroc a perdu beaucoup de place par rapport à ses concurrents à l'international. Et aujourd'hui, la transition écologique, à mon avis, doit être perçue comme une voie de sortie de cette crise et une porte qui s'ouvre pour le Maroc. Et c'est une opportunité en fait de développement pour ce secteur et surtout le secteur du cuir. Parce qu'il faut savoir que le secteur du cuir était parmi les secteurs les plus importants du pays il y a 30 ans ou 40 ans. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'en parle plus. On ne parle plus du cuir marocain, du tannage marocain. D'ailleurs, le Maroc est à l'origine du mot maroquinerie. Et donc, c'est très dommage. Et donc, quand on a voulu créer Cumer, on s'est dit que pour relancer cette branche, il faut absolument créer une nouvelle et moderne, une tannerie qui est moderne, écologique et innovante. Donc, on s'est basé sur des valeurs sûres telles que le développement durable, telles que aussi valoriser le savoir-faire du tannage ancestral marocain. On est très vigilant par rapport à la traçabilité de la matière. On essaie aussi de privilégier le sourcing à proximité et de travailler de plus en plus avec des marques marocaines. Est-ce que vous avez des contacts avec les grandes marques, les donneurs d'ordre, où vous travaillez avec des marques locales et sur des petits volumes ? Alors aujourd'hui, on travaille avec des... En fait, pour vous expliquer, nous, on a commencé comme une petite start-up. Et donc, on avait un petit peu le business model qui n'était pas stable. On essayait un petit peu beaucoup de choses à la fois. Aujourd'hui, le business model est plus clair. On est plutôt positionné en tant que tannerie qui fournit le cuir de passant et non pas comme une marque qui fabrique les articles. Et donc aujourd'hui, on travaille avec des petites marques marocaines, des designers et aussi avec des grands groupes étrangers sur pas mal de thématiques, l'automobile, la mode, etc.
Merci beaucoup Aya. Et donc on comprend qu'effectivement l'innovation est là pour répondre aux défis écologiques, logistiques et autres. Mais j'imagine que vous quatre, au quotidien, vous êtes confrontés à un certain nombre d'obstacles. Et quels sont les leviers qui pourraient permettre d'accélérer ces transformations pour arriver à une industrie textile plus éco-responsable? On va peut-être commencer par au hasard, Fedoa, puis vous pourrez tous répondre. Ok. Je pense qu'une une des premières choses est l'investissement. Investir dans le domaine du textile est pour moi extrêmement important. Il y a eu déjà de gros investissements faits par le Maroc dont l'objectif de justement améliorer le textile et le secteur du textile. Mais les très petites entreprises et les moyennes entreprises et petites entreprises aussi, elles n'ont pas des investissements ou des programmes qui leur conviennent dans ce qu'elles doivent faire. Le network aussi n'est pas assez facile à avoir. Donc on peut avoir un super produit, mais ça peut être un peu difficile d'avoir ce network-là aujourd'hui avec IDIR. Nous réussissons à avoir des prises en charge pour des salons et des foires parce que nous sommes dans l'artisanat et j'imagine si nous n'étions pas dans l'artisanat, comment on pourrait faire? C'est pas aussi facile. Donc, de deux, l'accompagnement. Aujourd'hui, on a un accompagnement comme si c'était destiné pour les early stage. Une fois qu'on commence à grandir un peu, on n'a plus un accompagnement qui nous convient. Donc c'est soit du très early stage, soit des investissements pour les grands. Où sommes-nous? Ça, je pense, c'est hyper important. Ensuite, je pense qu'il y a un moment où le marché, il est là. Le marché demande. Mais c'est à nous de penser aux produits parce qu'il y a des choses qui doivent nous venir de l'extérieur, mais des choses qui doivent aussi venir de chez nous, autant qu'acteurs dans le textile. Donc nous, qu'est-ce qu'on donne à ce marché? Quel est ce produit qui sort de l'ordinaire qu'on donne à ce marché? Nous avons plein de ressources. Est-ce qu'on en profite réellement? Je ne pense pas, donc ça aussi c'est un point important. Et de nous regrouper, d'être une force unie parce que IDIR toute seule, c'est une seule petite marque. Après, on sait très très bien qu'il y a eu une petite crise avec l'image du textile marocain, l'image de l'artisanat marocain, après qu'il y ait eu des petits problèmes dans l'export, des tricheries qui font qu'aujourd'hui on se dit « Ah ben les Marocains ils vont pas nous donner ce qu'on a cherché ». Donc aujourd'hui si moi toute seule IDIR je vais chercher un client, si Cuimer toute seule ou si Rive Droite toute seule, ça ne réussira pas. Il faut vraiment qu'on soit fédérés, qu'on soit unis pour faire le pas ensemble et pour redonner cette belle image du textile marocain au Maroc. Merci Fedoa. Peut-être Pascal, est-ce que vous partagez aussi cet avis, notamment sur la question des investissements? Le sujet de l'investissement, pour une raison aussi simple, c'est que l'innovation décalée au niveau de la fibre, c'est une innovation industrielle. Donc l'innovation industrielle, il faut la financer. Et c'est tout de suite très cher de développer de nouveaux process pour sortir de nouvelles fibres ou de nouveaux substituts de cuir tels qu'on le voit, avec en plus un scaling up qui va être compliqué si on n'a pas la capacité d'investissement. Il y a deux solutions quand même. Il y a la solution déjà, n'oublions pas les marques qui vont vouloir avoir un écosystème et qui vont aider, voire co-investir. Ça, c'est un point qui est très important. Beaucoup de marques aujourd'hui ont un environnement de start-up autour d'elles et les start-up, elles doivent être en proximité et le Maroc est en proximité de l'Europe et de la France en particulier. Bon, il y a ça. Puis ensuite, il y a peut-être un point de culture d'innovation et de méthodologie d'innovation. L'innovation, ça se design. Le design de l'innovation, c'est prendre à un moment donné une méthodologie qui va faire qu'avec tous les paramètres que l'on a, on va faire émerger une priorité et trouver un produit différenciant. Ça, je pense que c'est dans les PME, c'est quelque chose à inculquer, qu'il y ait un accompagnement à ce niveau-là pour faire ressortir toutes les bonnes idées et surtout les prioriser, parce qu'on ne peut pas aller sur tous les secteurs. Je pense que cette notion de design de l'innovation, elle est fondamentale dans tous les process aujourd'hui. Et les PME marocaines ou les start-up et TPE qui vont s'en emparer, automatiquement vont prendre de l'avance parce qu'elles vont être apporteurs d'idées et ce que finalement adore l'ensemble des acteurs sur le marché. Mais est-ce que Pascal, c'est pas un petit peu ce que vous faites au travers du CETI? Parce qu'on parlait des difficultés d'investissement machine, on en parlait ce matin, le coût d'investissement de ces machines est considérable et qu'avant de faire un achat machine de cette ampleur, même si on peut imaginer des sujets de co-investissement, il y a l'idée de faire un pilote avant. De faire le pilote avant. Le pilote industriel. Et c'est exactement ce qu'on fait au CETI, c'est-à-dire que nous, on est une structure qui investissons
grâce, on va dire, à des partenaires privés, mais grâce aussi à des projets collaboratifs français, européens, euro-méditerranéens, qui vont investir dans des lignes pilotes, qui sont des lignes industrielles, qui permettent de lancer les premiers travaux, qui permettent de sortir des produits, de les tester sur le marché, et ensuite de passer à une échelle industrielle, parce qu'on a fait la preuve de la rentabilité, du modèle de revenus, etc. Ça, c'est une structure, d'ailleurs nous sommes une plateforme européenne d'innovation, ça veut bien dire qu'on met en place une plateforme que l'on va mutualiser et qui va servir à faire du transfert industriel. C'est vrai qu'une plateforme d'innovation de ce type au Maroc aurait tout son sens. Alors, certes, l'ESIT a déjà, en tant qu'école privée, a déjà des outils à Casablanca, mais l'ESIT est une école, n'est pas organisée comme une plateforme d'innovation à l'échelle internationale. Donc je pense qu'il y a la place sur un grand pays textile tel qu'est le Maroc, d'une plateforme d'innovation textile qui mutualiserait, on va dire, des équipements pour pouvoir aller plus vite avec ceux qui apportent les idées et prototyper et surtout mettre sur le marché les premiers produits. Merci Pascal. Yasmine, de votre côté, chez Rive Droite, quel type d'obstacles vous êtes confrontés et qu'est-ce qui pourrait permettre d'accélérer, de faciliter l'innovation ? Alors, oui, déjà, l'innovation, c'est génial et c'est super. Nous, chez Rive Droite, on a une vision très pragmatique des choses. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le Maroc est avant tout un pays de façon. Ça a toujours été un pays de façon dans la mode. Et le Maroc aurait beaucoup à gagner à juste rallumer les chaudières, au sens vraiment littéral du terme. C'est-à-dire que nous, on a un pied au Maroc, un pied en France. On fait partie du programme French Touch de BPI France. On essaye de produire en France depuis 3 ans, on n'y arrive pas. Parce qu'il n'y a pas de savoir-faire, il n'y a pas de couturier en France. Au Maroc, il y a des couturiers à tous les coins de rue. Donc on aurait vraiment tort de ne pas soutenir. Moi, je l'ai vu sur les marchés, notamment le marché Première Vision, qui est le marché le plus grand salon du tissu au monde. La Turquie a un stand géant, la Tunisie a un stand géant, et le Maroc, on sent que voilà, ils sont seuls. Ils sont seuls à proposer leur savoir-faire. Donc il ne faudrait pas grand-chose pour juste dire voilà, on prend toutes les initiatives qui sont bonnes, tous ces ateliers qui travaillent bien. On en parlait au Maroc, les enfants sont à l'école, ils ne travaillent pas, les gens sont bien traités, ils travaillent de 9h à 5h. C'est idiot, mais tout le monde ne le sait pas. On n'est pas l'Asie du Sud-Est, les gens sont bien traités au Maroc. Et donc c'est vrai que tous ces groupes RSE, tous ces groupes qui ont une charte RSE à maintenir, pourraient savoir ça, sachant que le Maroc est à 14 km de l'Europe. On l'a dit, il n'y a pas de droit de douane. Quand un camion, nos camions partent le samedi matin du Maroc, ils sont dédouanés, livrés à Paris le mercredi. Quelle destination textile sait faire ça ? Il n'y en a pas. Et aujourd'hui, on a une augmentation des coûts de matières premières. On a les coûts des containers qu'on fait x9 en 18 mois depuis l'Asie. Ils sont tous bloqués en Asie. Donc c'est des lead times qui sont monstrueux. Donc aujourd'hui, le métier du Maroc, c'est la façon. Et la façon, ils le font très bien. Donc il faut juste les aider. Nous, on fait de la réinsertion sociale. Donc on apprend à des couturiers qui sont dans l'informel total à se structurer, à avoir le sérieux de respect des délais, de la qualité pour pouvoir répondre à des cahiers des charges européens. Et si on y arrive, nous, c'est que d'autres peuvent y arriver. C'est complètement possible de mettre le Maroc au niveau de compétences et de qualité de finition attendue par les grands groupes européens. Et en termes de délai et de coût, le Maroc a vraiment un coup à jouer. Même si l'innovation est essentielle, mais l'innovation, c'est long. Il faut beaucoup d'argent. Alors que pour ça, il faut très peu d'argent. Il faut juste structurer, faire des appels d'offres et accompagner les gens pour les lancer à l'international, en fait. Merci Yasmine. C'est vrai qu'on dit qu'il y a le savoir-faire, mais aussi le faire savoir. Et effectivement, peut-être que le Maroc a besoin aussi de faire davantage la promotion de ses qualités, de ce que peut apporter vraiment l'industrie textile marocaine et méditerranéenne à l'Europe. On va terminer par Aya avant de passer aux questions du public. Selon vous, quels sont des obstacles, peut-être que ça va être un petit peu redondant, mais voilà, selon vous, quels sont les obstacles qui pourraient permettre à lever, qui pourraient permettre d'accélérer la transformation d'industrie textile ? Moi, je rejoins mes collègues sur tout ce qui a été dit. Je vais peut-être ajouter un seul point qui est la formation des ressources humaines. Si on veut vraiment monter en compétences et suivre les tendances du marché, il faut absolument aussi avoir des programmes spéciaux pour former la main-d'œuvre, pour former les gens, pour pouvoir suivre ces tendances. En gros, généralement, je pense que tout a été dit. Le secteur informel doit se structurer, les investissements, les financements, etc. Très bien, merci beaucoup Aya. On va
passer aux questions du public. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. On sera ravi de la prendre. Vous êtes sûr? Ouais. Bonjour. Alors moi je suis industrielle, je suis dans le secteur du textile également, donc j'ai des ateliers sur Fès. Et par contre j'ai une question, c'est que vous dites comme quoi il y a de la main d'œuvre. Nous en tous les cas sur Fès, on ne trouve pas de main d'œuvre. Au contraire, on aurait voulu embaucher et pourtant on n'en trouve pas. Donc je ne sais pas pour vous, est-ce qu'effectivement il y en a? Alors pour notre cas, il a fallu accompagner et former les artisans pour pouvoir suivre vraiment la production. Ce que j'ai fait au début, c'est que moi je suis économiste de base, de background, et du coup je ne pouvais pas vraiment accompagner les artisans sur le plan technique. Donc je me suis formée en France pour apprendre le métier, la haute maroquinerie française, et puis je suis revenue ici pour accompagner les artisans. Et ils ont bénéficié de 3 formations, par la suite un accompagnement. Et sur cet accompagnement, on s'est basé pour les recruter. Donc c'est vrai que sur ce point-là, on a aussi galéré. Mais je trouve qu'en même temps, les artisans ils sont très ouverts à tout ce qui est nouvelles techniques, évoluer, travailler avec de nouveaux matériaux. Et donc c'est assez sympa aussi par rapport à d'autres artisans d'autres pays. Parce que je trouve que relativement, c'est un secteur quand même qui a été omis par les centres de formation. Autant avant, on recrutait énormément au niveau de l'OFPPT. Aujourd'hui, très peu en sortent du secteur du textile. Je dirais en fait qu'il y a 2 choses. Le premier, c'est que Casa est un champignon géant qui a grandi trop vite. Donc en fait, tous les gens au Maroc qui cherchent du travail viennent à Casa. Donc ils sont tous ici, on les voit, hein, c'est au bout de la route là-bas, à Ainsba. Nous, c'est comme ça qu'on les a recrutés, nos couturiers. Ils viennent le matin, donc ils prennent 2 charrettes, c'est pas une blague, hein, 2 charrettes, un taxi, un bus, je dis ça pour les Français ici, pour espérer travailler du travail dans la journée. Il y a un gars qui sort de l'usine qui dit j'en prends 10, puis les autres rentrez chez vous. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et pourtant, ils restent. Donc nous, certains de ceux qu'on a recrutés pour devenir indépendants, travaillaient 1 à 2 jours par mois, avec des gens qui avaient pour la plupart 15 ans d'expérience en usine. Donc c'est des gens très compétents. Et on leur disait mais pourquoi tu continues à aller tous les matins demander du travail? C'est de la folie. Ils disent mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ma famille elle est ici. C'est des gens qui sont déracinés de leur campagne. Ils sont tous ici malgré, à l'encontre du bon sens en fait. C'est un truc de dingue. Donc oui, je dirais qu'ils sont tous là. Après, je rejoins ce que tu disais. La différence, c'est que nous, on est vraiment dans du montage pur. Je ne sais pas ce que vous faites, mais... Moi, je suis en chaîne et trame. Voilà, on est pareil. Et finalement, nous, on ne va pas chercher l'OFPPT. On bénéficie d'un truc qui est très marocain et qui est génial. C'est qu'au Maroc, il y a encore ce côté compagnon, comme on avait en Europe au Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'on prend un petit jeune, au début, il s'assoit, il regarde, et puis après, il touche à la machine, et puis après, on le forme, et après, on le lance, quoi. Il aide, il fait les petites finitions à 20 ans, 22 ans, et c'est comme ça qu'il se forme. Et je dirais que nous, on estime qu'on a un ramp-up de 10 jours pour que monter un sac rive droite, c'est comme un jean en gros. Et en 10 jours, c'est bon, ils ont chopé le truc parce qu'en fait, ils voient ça depuis qu'ils sont petits à la maison. Tout le monde fait de la couture en fait. Donc moi, je dirais, faut pas compter sur le FPPT, mais plutôt sur un réseau sur une chaîne de solidarité en fait. Ramène-moi ton cousin, ton frère, ton truc. C'est un peu comme ça. En tout cas à Casa, à Fès, je sais pas. En tous les cas, on a un centre de formation en interne et pourtant on a du mal à... Je ne sais pas si vous parlez de ça là actuellement, mais... Vous avez raison d'évoquer le problème. Je pense qu'il y a un problème de valorisation des métiers. C'est pareil aussi en Europe sur les métiers de la confection. À un moment donné, ce métier n'a pas été considéré. Et ici aussi, alors il y a des zones où c'est plus facile, comme Casa. Bon, il y a les centres de formation au FPT. Il y a la zone de Tanger aussi qui a drainé beaucoup, beaucoup d'entreprises et donc de main d'œuvre. Mais je pense que c'est par la communication, la revalorisation des métiers, le fait aussi que travailler en local sur des produits, c'est participer aussi à un circuit de proximité, à une empreinte environnementale meilleure. Les jeunes, on arrive de plus en plus à les convaincre. En tout cas, en Europe et en France, on commence à revaloriser les métiers parce que aujourd'hui, il n'y avait plus assez de candidats pour travailler dans la confection. Ça change.
Ça change parce qu'il faut proposer justement une évolution et puis montrer le caractère positif de travailler de ses mains sur un article textile fabriqué en local dans des conditions sociales normales. Donc c'est long, mais aussi c'est de la communication sur le savoir-faire, sur des films dans les écoles, sur aussi une implication au quotidien pour arriver à régénérer un élan, mais ça commence à se produire. Ça se produit plus dans les métiers de bureau d'études, c'est sûr, parce qu'on n'est pas derrière une machine à coudre, mais on voit déjà de plus en plus dans des petites cellules flexibles des gens qui commencent à vouloir investir en formation, enfin à vouloir se remettre dans ce circuit professionnel. Mais c'est pas simple, surtout à Fès, qui est finalement un peu plus loin, malgré toute sa tradition textile. Nous, aujourd'hui, on est quasiment 1200 personnes. Oui. Et on voudrait bien continuer à grandir, mais malheureusement, on a du mal effectivement à trouver. Pourtant, avec une ancienneté moyenne de 10 ans. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont là avec nous depuis très longtemps. Donc c'est attirer les jeunes. Mais les jeunes, en tous les cas à Fès, j'ai l'impression que... C'est peut-être un peu plus compliqué. C'est pour ça que je posais la question par rapport à d'autres villes. Comment ça se passe? C'est peut-être un peu plus compliqué. Je me souviens, il y a une dizaine d'années, j'avais déjà les mêmes problèmes chez Maroc Modis. Oui, c'est nos voisins. Pour retrouver de la main-d'œuvre sur la lingerie, malgré tous les efforts déployés par Triomphe, qui est un groupe international. Donc effectivement, Fès est une place un peu particulière où le textile est traditionnel et n'est peut-être pas aujourd'hui l'activité première qui est recherchée par les jeunes. En tous les cas, merci. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Aya, Yasmine, Fadwa. On arrive à la fin de cet atelier. Je retiens de nos échanges la transformation radicale qui est en cours, une véritable rupture où d'emblée la chaîne de valeur est conçue dans une chaîne de valeur très locale, où l'attention est portée de façon maximum sur la matière première, sur la proximité avec le marché local. Et on voit aussi toute la dynamique qui est apportée par des startups qui d'emblée se créent dans une logique de start-up industrielle et qui probablement vont bousculer un petit peu et faire évoluer toute la chaîne de valeur. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous un bon Inspire and Connect.